avec nous pour ce club comme tous les lundis, Frère. Bonjour Yves. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Merci d'être là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et on est ravis d'accueillir Sophie Dravinel. Bonjour Sophie, bonjour, merci d'être là. Éditorialiste politique, spécialiste du Vatican. Et on va parler des premiers pas du pape Léon XIV. Il a lancé hier un appel à la paix depuis la place Saint-Pierre. Comment peut-il peser? Quelle sera sa ligne sur les autres sujets? Vous nous direz ce que vous en pensez. On va parler de la guerre en Ukraine, sujet sur lequel Emmanuel Macron est attendu demain. Il pourrait également annoncer des référendums. Le chef de l'État, on va évidemment parler de ce sujet avec vous. Et puis Alex, on parle de la loi sur la fin de vie. Effectivement, puisque les députés entament aujourd'hui l'examen de 2 propositions de loi sur la fin de vie. L'une plutôt consensuelle sur le développement des soins palliatifs, l'autre plus clivante sur la création d'un droit à l'aide active à mourir. C'est à suivre dans quelques instants. D'abord, on parle de la course à la présidence des Républicains. C'est la dernière ligne droite pour la présidence des Républicains. Les quelques 120 000 adhérents sont appelés à voter ce week-end. On saura dimanche soir qui de Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez va diriger le parti. Les deux hommes multiplient les rencontres avec les militants. On regarde ce reportage de Yann Effelé avec Adrien Pain. En cette fin de campagne, 2 stratégies différentes opposent les 2 personnalités. D'un côté, Bruno Retailleau qui surfe sur une vague d'intérêt et de popularité. De l'autre, Laurent Wauquiez qui a parfois peiné à exister dans la course. Rendez-vous est donné aux militants dans ce café parisien. Alors oui, toi Laurent, tu auras une parole libre, forte, car tu n'es pas tenu par ce devoir de solidarité gouvernementale. Et c'est vraiment un point très important. C'est cet argument qui est répété en boucle par le camp Wauquiez. Il n'hésite pas à cibler son concurrent. Dans cette élection se jouent 2 visions différentes de l'avenir de la droite. Soit une droite qui se fond dans le macronisme, soit une droite qui porte un projet de rupture. La proposition, et moi c'est ma crainte de Bruno Retailleau, de dire qu'on cumule à la fois ministre du gouvernement macroniste et en même temps chef des Républicains, ça nous amène à l'arrivée dans la dilution. Malgré les critiques à peine voilées, le candidat assure vouloir jouer collectif. Les militants sont en demande. Ça, c'est un point très important pour moi. Je suis contre la division. Je considère que Laurent Wauquiez est un homme exceptionnel. Il est sympa, mais en même temps très brillant. Sur le fond des idées, je ne sais pas, peut-être que c'est identique. Des militants LR venus en nombre pour l'un des derniers grands meetings de Bruno Retailleau, dimanche en région parisienne. Il maintient son cap, aucune critique ouverte de son compétiteur, mais une réponse aux attaques. Alors bien sûr, on ne peut pas faire, on a des limites, on a des contraintes. Je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais, tout ce que je rêverais de faire. Mais on prépare l'avenir en faisant bouger des lignes. Si je suis rentré au gouvernement, précisément, c'est pour prendre les Français à témoin, pour leur dire ce que nous pourrons faire aussi demain. Nous avons déjà un bilan sur la régularisation, sur la naturalisation, sur plein d'autres chiffres, en quelques mois. Au premier rang, Bruno Retailleau affiche ses soutiens, les ténors du parti nombreux à l'avoir choisi. Son concurrent, et je ne le critiquerai pas parce que nous ne le critiquons pas. Il fait des petites phrases, il fait des punchlines. Si vous cherchez des punchlines chez Bruno Retailleau, vous les entendrez longtemps. Le ministre de l'Intérieur a aussi voulu rassurer les militants face aux insinuations qui lui prêtent des intentions de se fondre dans le macronisme en vue de 2027. Il rappelle son cap à droite. Wauquiez, je l'aime bien, mais il est un peu trop mou. Il est moins affirmé que Retailleau. Et Retailleau, franchement, il dit les termes, il est sincère dans son discours. C'est très bien qu'il soit au gouvernement, il peut continuer à prendre des décisions qui nous servent. Pourquoi pas Retailleau en 2027? Je pense que c'est le candidat idéal. Bruno Retailleau a exprimé des idées générales sur le travail, la bureaucratie, une écologie de droite qu'il reste à créer, sans encore dévoiler de programmes concrets. Rendez-vous est donné ce week-end pour le grand congrès des Républicains. Et Sophie, on voit la campagne qui s'est tendue dans la dernière ligne droite. Alors, à la fois sur la présence de Bruno Retailleau au gouvernement, est-ce qu'on peut être au gouvernement et dans l'opposition au macronisme, et sur un candidat de droite, DLR, pour 2027. Ce sont les 2 sujets qui clivent le plus. Absolument. Et puis, qu'est-ce que c'est terrible cette image de les voir tous les deux, là, du même groupe en train de s'entretuer.
par journaux respectifs. On a vu dans Le Parisien aussi, ici et ailleurs, tous les invectifs qui peuvent s'envoyer. Je pense que pour les militants, c'est jamais très bon, donc il faut que ça se termine vite. Ça tombe bien, c'est jusqu'à dimanche soir prochain. Mais évidemment, c'est la course pour la tête de leur parti, mais c'est la course pour 2027. Et donc, ce qui va être à observer, c'est le score que l'un et l'autre vont avoir, parce qu'il y aura forcément un gagnant. Mais la question, ce sera de savoir à quel score, et en fonction de ça, quelle sera la marge de manœuvre du second. Sachant que si c'est Laurent Wauquiez, il va encore pousser son avantage sur effectivement la présence de Bruno Retailleau au gouvernement, qui est pour les militants LR une forme de repoussoir, alors que Laurent Wauquiez est un adversaire franc et massif d'Emmanuel Macron depuis le départ. Ça veut dire qu'un score serré ne réglera pas la question de 2027, Yves ? Non, de toute façon, 2027 est loin d'être réglé pour tout le monde. C'est vraiment l'inconnu. On va voir qui va gagner. À mon avis, il y a quand même un avantage qui paraît à peu près certain pour Bruno Retailleau. Après, les différences programmatiques, Bruno Retailleau, il fait du Retailleau parce qu'il a toujours fait du Retailleau. Il y a une sincérité du discours, une honnêteté finalement qui n'est pas tellement étonnante. Et puis, chez Laurent Wauquiez, il y a quand même... Il y a eu des évolutions. L'homme a beaucoup bougé depuis qu'il est en politique. Donc, après, effectivement, c'est le rendez-vous. C'est un premier pas vers 2027. Mais c'est pas pour ça que ça règle grand-chose. Parce que si on regarde les sondages qui sont faits actuellement, c'est des sondages... Bon, d'abord, on est loin du but. Et puis c'est des sondages qui les donnent très très loin du compte. Mais est-ce que déjà, pour vous, le vainqueur de dimanche sera le candidat LR pour 2027 ? À mon avis, ça me paraît assez réglé. Enfin, pas réglé, mais ça me paraît assez... ça va de soi. C'est-à-dire celui qui gagne dimanche... il y a des chances pour qu'il soit en meilleure position pour se présenter en 2027, ça paraît évident. C'est une dynamique. C'est sûr que ça va lui donner une dynamique. La question, c'est qu'il y a la fin de ce gouvernement à assurer, c'est-à-dire encore quelques mois d'incertitude et de tensions au sein du gouvernement, avec des lois qui vont être compliquées à faire passer, potentiellement une nouvelle dissolution, et donc des heurts et des choses qui sont difficilement prédictibles, parce qu'effectivement, on va lancer la campagne des municipales là en septembre, mais ça va être là aussi une sorte de primaire pour 2027, et du coup, comment vont réagir les uns les autres au sein du gouvernement, à l'extérieur, là on n'en sait rien, et puis Xavier Bertrand, et puis David Lisnard, et puis d'autres à droite, qui vont se dire, et nous, et qui vont profiter de leur avantage. Bruno Retailleau, s'il arrive en tête, mais qu'il est coincé au sein du gouvernement, risque de ne pas avoir la même marge de manœuvre que les autres qui sont en dehors et qui peuvent dire, moi je suis libre de tout, je vous promets tout. Ouais, parce qu'hier, Bruno Retailleau, il a dit, moi, si je suis élu président des LR, ça va me donner du poids au sein du gouvernement, et le ministre de l'Intérieur donnera de la force au LR. Oui, il peut toujours le dire. Mais ça ne sera pas forcément le cas. Je ne sais pas. Le Bruno Retailleau, il doit beaucoup de choses à sa présence au gouvernement. Il doit sa force, là, actuellement. Il doit sa popularité. Moi, je pense pas que le gouvernement, ça soit un handicap pour lui. Pas pour le moment, en tous les cas. Donc, on va voir. Et puis, vous savez, l'espace central, il est très large. Il est tellement large que ça va être très compliqué pour les uns et les autres de se distinguer, de se faire une place. Donc, je pense que c'est absolument pas un handicap actuellement pour d'être au gouvernement tout en menant la barque d'une candidature. Ça sera différent dans un an. Et puis on rappelle que cette élection à la présidence des Républicains, c'est un vote interne avec un vote des militants, un corps électoral totalement différent que l'électorat de la droite et du centre pour la présidentielle. Et la véritable question, c'est est-ce que être au gouvernement, c'est un handicap ? Et c'est peut-être l'erreur de stratégie de Laurent Wauquiez qui axe vraiment sa campagne interne sur, Bruno Retailleau est en train de se fondre dans le macronisme. Mais finalement, est-ce que ce gouvernement actuel représente encore le macronisme ? Il a pris ses distances vis-à-vis d'Emmanuel Macron, et chez les militants LR, il y a aussi une aspiration à revenir aux manettes, revenir au pouvoir, alors que les LR ont quitté le pouvoir il y a plus de 10 ans. Il y a, avec Bruno Retailleau, peut-être ce sentiment de revenir sur le terrain, la lutte contre le narcotrafic, et c'est ça aussi qui explique la montée de la popularité de Bruno Retailleau. Oui, je ne pense pas qu'il puisse être assimilable au macronisme, Bruno Retailleau, pas du tout. On va être au gouvernement, le macronisme a été dissous depuis longtemps maintenant, donc les Français ont une perception du gouvernement qui est une
c'est pas un gouvernement d'union nationale, mais c'est un gouvernement de bonne volonté, on va dire. Donc, il y a pas à mon avis, il n'y a pas d'assimilation possible avec ce qu'était le macronisme du début, auquel est plus facilement assimilable d'ailleurs à quelqu'un comme Édouard Philippe ou comme ou Attal, Gabriel Attal. C'est justement là que va se jouer l'avenir, c'est-à-dire les choix des frontières. C'est-à-dire qu'effectivement, Bruno Retailleau étant dans un gouvernement assimilé, même si effectivement il a été fondu à la Macronie, pourra-t-il, avec la même dynamique, prétendre à une ouverture la plus large possible, ce qui est a priori sa beauté initiale, enfin son type de beauté initiale. Alors que Laurent Wauquiez, lui, il est sur une frontière et donc il prévoit d'être un adversaire d'Édouard Philippe, héritier naturel de la Macronie, même si là encore, il y a d'autres candidats, comme sur la droite. On voit Gabriel Attal, on voit évidemment Gérald Darmanin, d'autres qui ne vont pas laisser leur place à seulement Édouard Philippe. Et donc, Laurent Wauquiez, lui, il se pose en opposant de cette droite centrale, on va dire. Et il propose d'aller jusqu'à Sarraknafo en se disant, sur un malentendu, on pourrait même élargir un peu plus loin, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer, le fameux plan B, la faiblesse d'un Jordan Bardella et des tensions chez eux qui pourraient élargir son champ. Et donc voilà, ils essayent de se séparer un peu peut-être un espace géographique politique, mais objectivement, c'est une différence de tempérament entre eux et pas de conviction politique. Enfin. Il y a un sujet notamment qui divise le socle commun, c'est la question de la fin de vie, qui divise notamment Gabriel Attal et Bruno Retailleau. On va en parler puisque le texte, il arrive aujourd'hui en séance à l'Assemblée. 2 textes, plus exactement, et on va commencer, Alex, par le texte sur le développement des soins palliatifs. Effectivement, on le rappelle, la France a un manque criant d'unités de soins palliatifs. 50% seulement des personnes qui en auraient besoin bénéficient réellement de soins palliatifs. Alors, cette proposition de loi prévoit de mettre en place un plan personnalisé d'accompagnement pour chaque patient atteint d'une affection grave. Ensuite, la construction de maisons d'accompagnement dans chaque département pour effectuer ces soins palliatifs. Et puis, la possibilité pour chaque patient de préciser par anticipation la prise en charge médicale qu'il souhaite durant sa maladie. Ce texte sur les soins palliatifs, il fait consensus au sein de l'Assemblée nationale. En revanche, l'autre texte sur l'aide active à mourir, lui, il est beaucoup moins consensuel. Et oui, une proposition de loi qui a déjà été adoptée et modifiée par les députés au sein de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avant l'examen à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle en séance publique. Et dans sa version actuelle, eh bien, cette proposition de loi crée un droit à l'aide à mourir, à l'aide active à mourir, qui consiste, je cite, à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Alors une aide active à mourir possible, mais sous certaines conditions. La personne doit être atteinte d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Elle doit présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire au traitement et insupportable. Et enfin, la personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Ce texte divise la classe politique, notamment le socle du gouvernement. Ah oui, alors il n'y a pas vraiment d'unité du gouvernement sur ce sujet. Côté les Républicains, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est totalement opposé à ce texte sur le droit à l'aide active à mourir que vont examiner les députés. On l'écoute. Ce qui était sorti notamment de la commission, ça n'est pas un texte d'équilibre, c'est un texte radical. Les Insoumis ont fait passer cette idée qu'il y aura à la fois l'euthanasie et le suicide assisté. Ce que je crains par-dessus tout, c'est que demain, ce soit un peu expéditif et qu'il soit beaucoup plus simple de recourir à la mort plutôt que de soulager la souffrance et que d'avoir des soins. Alors, de l'autre côté du socle du gouvernement, du côté du parti Renaissance, eh bien, Gabriel Attal a, lui, choisi de prendre la plume ce week-end dans le journal La Tribune dimanche. Il a écrit une tribune avec l'actrice Line Renaud pour défendre un changement de la loi et une aide active à mourir. Je les cite, « Nous n'avons ni le même parcours, ni le même âge, mais en prenant la plume, nous voulons ensemble tirer un signal d'alerte. Ne faisons pas l'erreur de politiser le débat sur la fin de vie. Agissons pour offrir à tous la liberté de choix et l'opportunité d'une fin digne. » Alors malgré cet appel, eh bien, ce débat sur la fin de vie s'annonce quand même très politique. Oui, effectivement, et très compliqué, notamment au sein du socle commun.
Oui, bien sûr. De toute manière, c'est très politique. Non, c'est très personnel, je dirais. Et ça divise toutes les formations politiques, à part peut-être quelques-unes. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat. À mon avis, c'est absolument pas un sujet prioritaire. C'est pas un sujet qu'il aurait fallu mettre sur la table comme ça. Et je crois Malgré la demande des Français. Pardon ? Malgré la demande des Français. Malgré la demande des Français. Vous savez, la demande des Français, il faut s'en méfier, hein, parce que sinon, il y a la demande des Français, elle est d'abord variable, et deuxièmement, on ne fait pas de la politique avec des bons sentiments ou en répondant nécessairement à tous les sondages. Sinon, il n'y aurait jamais eu l'abolition de la peine de mort. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je crois que François Bayrou, quand même, a essayé de contourner l'obstacle en divisant ce texte en deux. Ou en le faisant diviser, il a essayé quand même d'éloigner la fin de vie, l'aide active à mourir, qui à mon avis n'est pas dans son registre intellectuel, dans son corpus philosophique. Donc voilà, c'est assez dommage parce que je pense que les soins palliatifs, c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est quelque chose qui a été mis au point il y a une dizaine d'années, mais qui malheureusement, comme vous l'avez très bien dit, est très peu mis en application faute de moyens. Il aurait fallu commencer par travailler à cela avant d'aller sur la fin de vie. Je crois que c'est vraiment... sur l'aide active à mourir. Oui, voilà. Je crois que c'est vraiment le mot faute de moyens qui, pour moi, éclaire ce débat qui est effectivement transpolitique, je dirais même transphilosophique, sauf peut-être chez les Insoumis ou chez les écologistes qui ont même poussé pour ces derniers à des amendements rendant cette aide active à mourir accessible aux mineurs. Et donc, c'était vraiment une question financière. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'étonne, c'est que la gauche soit aussi allante là-dessus, alors que sur la deuxième partie du texte, celle donc qui est la plus problématique, eh bien, ce sont les personnes les plus faibles, celles qui ont le moins de moyens et celles qui sont les plus faibles psychiquement, je pense aux personnes handicapées, qui vont être les plus, entre guillemets, incitées et sans défense pour avoir recours à ces aides actives à mourir, sachant que dans cette loi, il y aura un délit d'entrave à l'aide à mourir, mais il n'y aura pas de délit d'incitation au suicide. Et donc tous les soignants en particulier que moi je vois autour de moi en travaillant sur ce sujet, qui sont extrêmement inquiets de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en unité psychiatrique, dans les endroits, dans les EHPAD, où la question est d'aider les personnes à ne pas avoir recours au suicide, demain, on laissera et les soignants seront incités au contraire à laisser faire et donc même à risquer d'être condamnés parce qu'ils n'auront pas, qu'ils auront voulu aider les personnes à ne pas se suicider. Par ailleurs, Catherine Vautrin, qui est donc extrêmement favorable au deuxième texte, dans son amendement, parle, dans l'amendement présenté par le gouvernement, d'un accès à cette fin de vie, à cette aide active à mourir pour les maladies graves, incurables à un stade avancé. Et donc, ce n'est pas les maladies graves incurables et à un stade avancé, mais les maladies graves incurables à un stade avancé. C'est-à-dire qu'en phase de découverte d'un diagnostic, c'est-à-dire plusieurs années avant, finalement, la fin réelle, les personnes pourront avoir accès à cette aide active à mourir. Et je pense que là, en France, comme nulle part ailleurs à l'international, on sera précurseur sur ces sujets-là. Et je voudrais, pour citer, dans une tribune au Monde, un professeur d'éthique aux Pays-Bas, Theo Boer, je crois la bonne prononciation, qui demande « Sommes-nous prêts à considérer que tuer est une option médicale parmi d'autres » Voilà. Et je pense que c'est cette question-là auxquelles devront faire face nos parlementaires. Et les débats, effectivement, dureront 2 semaines à l'Assemblée. On les suivra. Alors, la fin de vie, c'est peut-être l'un des sujets de référendum que pourrait annoncer demain Emmanuel Macron. Alors, qu'attendent notamment les oppositions du chef de l'État? On va écouter ce qu'en dit Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui était notre invité il y a quelques minutes. Qu'attendre d'Emmanuel Macron? À tout le moins, s'il doit annoncer une consultation des Français, qu'il prenne bien la mesure de l'état du pays. On est un pays qui a besoin d'être apaisé, d'être rassemblé, d'être d'une certaine manière réconcilié, et que toute question posée aux Françaises et aux Français doit participer de cela, doit participer de l'amélioration de leur vie.
de l'amélioration de notre système social. Est-ce que dans l'état actuel du pays, il prend un risque, Emmanuel Macron, s'il annonce des référendums demain ? C'est toujours un risque de toute manière, un référendum, puisqu'on sait ce qu'il en est. En France, malheureusement, on ne répond pas toujours à la question, on répond à la personne qui la pose. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, est-ce qu'on peut faire un référendum avec des questions multiples ? C'est pas évident, constitutionnellement, que ça soit possible. Et après, sur quel sujet ? Effectivement, il y a des sujets sur lesquels vous pouvez répondre par oui ou par non, mais il y a d'autres sujets sur lesquels il y a les nuances qui sont nécessaires. Et puis troisièmement, un référendum, c'est un texte de loi normalement. Donc il y a un texte derrière qui doit le supporter, le soutenir. Or, qu'est-ce que si d'aventure il pose il met plusieurs sujets sur la table, est-ce qu'il va avoir un texte de loi adapté à chaque fois ? Ça me paraît compliqué. Cette solution me paraît très compliquée. Alors, si c'est des référendums pour enfoncer des portes ouvertes, ça sert à rien. On verra, on va voir ce qu'il en est. Mais je vois pas pourquoi il prendrait la parole pour ne rien dire. Donc demain, il faut qu'il y ait une proposition. Ouais. Est-ce qu'il prend un risque politique, Sophie, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une porte de sortie face au blocage du Parlement s'il annonce un référendum ? Bien, en fait, moi, globalement, pour répondre à Yves Tréhard, je pense qu'il a déjà très régulièrement et très souvent parlé pour ne rien dire. Et nous, précédemment, pousser le président à parler pour dire quelque chose, sans effet visiblement jusque-là. Et donc je crains que demain, il parle de nouveau pour ne rien dire. En tout cas, effectivement, il va répondre aux personnes qui lui poseront ces questions, et notamment une personne, un confrère atteint de la maladie de Charcot, qui va l'interroger sur la question du droit actif à mourir. Et qu'est-ce qu'il pourra lui répondre d'autre que, cas particulier, souffrance immense, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde ? Thibaut Inchep, qui est un jeune youtubeur, influenceur, qui va l'interroger aussi, on ne sait pas pourquoi, sauf sans doute à cause des centaines de millions de personnes. Je plaisante un peu sur le chiffre, mais en tout cas, c'est sans doute ce qu'il veut représenter, qui l'interrogeront. Il n'est pas idiot, ce garçon, pas du tout. Il a fait une très bonne école, et d'ailleurs, même s'il n'avait pas fait de très bonne école, il pourrait parfaitement interroger le président, sauf qu'en fait, on ne remplace quand même pas les journalistes de façon impunément. Moi, c'est mon avis. Et puis, c'est à mon avis une action uniquement de politique communicationnelle. Il est là pour essayer de reprendre le terrain après avoir largement occupé le terrain international, et pour dire encore je suis là, alors que les autres sont en train de se battre pour prendre sa place, et c'est sa seule réponse. On va terminer en parlant des premiers pas du pape Léon XIV. Après son élection jeudi soir, c'est une semaine chargée qui attend le nouveau pape. Dimanche prochain aura lieu la messe solennelle de son intronisation en présence de nombreux chefs d'État. Hier, lors de sa première prière dominicale depuis la place Saint-Pierre, il a lancé un appel à la paix. Fabien Recker. C'est un appel à la paix mondiale, lancé hier devant des milliers de fidèles depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. La première messe dominicale de Léon XIV, très attendue en ces temps de grande tension internationale. Au grand de ce monde, le nouveau pape a demandé de cesser immédiatement les combats à Gaza, entre l'Inde et le Pakistan ou encore en Ukraine. Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé. Tout doit être fait pour parvenir au plus tôt à une paix authentique, juste et durable. Sur le dossier ukrainien, Léon XIV semble déjà se démarquer de son prédécesseur, François, qui avait renvoyé dos à dos Russie et Ukraine dans la responsabilité du conflit. Le message de paix du souverain pontife, reçu par les fidèles de toute la planète, présent place Saint-Pierre. Il me donne beaucoup d'espoir en essayant d'instaurer le langage universel de l'amour et de la paix. Surtout dans le monde divisé que nous connaissons aujourd'hui. Il poursuit le chemin de François tout en créant le sien. Je suis vraiment impatiente de voir où cela va nous mener. Il s'agissait du premier message du premier pape américain, mais les mots qu'il a prononcés aujourd'hui me font penser à un pape qui est en réalité un citoyen du monde pour les droits et pour la paix. La prière de dimanche ouvre une séquence de consultations intenses pour le pape qui recevra les médias lundi et le corps diplomatique vendredi. La messe solennelle de son intronisation aura lieu dimanche prochain en présence de plusieurs chefs d'État.
Sophie, vous qui êtes une spécialiste du Vatican, alors c'est vrai que ça nous est un peu apparu comme une surprise, le choix de ce pape, de Léon XIV. Est-ce qu'il réussit ses premiers pas ? Écoutez, moi, oui, je pense que c'est une heureuse surprise. Alors, les cardinaux ont réussi un coup politique à l'international assez incroyable. Un vrai coup politique, c'est-à-dire de surprendre et de prendre tout de suite en surprise, justement, l'auditoire pour réussir à marquer les mots. Et il a eu raison. Et ils ont réussi avec les premiers mots de paix, souvenez-vous, lorsqu'il était au balcon devant la place Saint-Pierre. Et effectivement, son pontificat semble complètement tourné vers cette préoccupation internationale, mais aussi, parce qu'il l'a expliqué devant les cardinaux, sur cette révolution de l'intelligence artificielle, qui est une sorte de réponse à la révolution industrielle auquel devait faire face le prédécesseur dans les pas duquel il s'inscrit, Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, ce pape du christianisme social, et donc à la fois une poursuite du pape François et en même temps il s'impose, on l'a très bien entendu dans votre sujet, avec des thèmes particuliers. Donc oui, je pense que les premiers jours sont une grande réussite. Après, moi, jamais je n'aurais prédit que les cardinaux pourraient élire un pape issu des États-Unis, même s'il est autant péruvien que nord-américain. Et aussi rapidement. C'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à une fumée blanche jeudi soir non plus. Voilà. Après, moi, j'ai un ami qui fut porte-parole du Vatican et avec qui j'avais travaillé à Rome dans les bureaux lorsque j'étais vaticaniste pour Le Figaro, Greg Burke, qui avait prévu les 3 P, et donc Prévost, Parolin et Pizzaballa, qui sont 3 cardinaux qui étaient effectivement dans les 3 premiers. Et Greg avait prévu l'idée que ce soit un comparse américain qui puisse être élu. Mais je crois que parmi les vaticanistes européens, très peu avaient prévu cela. Oui, bah écoutez, il parle de paix. Qui d'autre que lui pourrait parler de paix de façon aussi tonitruante? Je dirais qu'il a, évidemment, c'est son travail. Je regrette simplement qu'il n'ait pas parlé de l'Est du Congo hier, où il y a des millions de morts qui, malheureusement, sont à déplorer. Les premiers pas du pape sont effectivement tout à fait remarquable. Faut le laisser s'installer. Vous avez dit, cette semaine, il a une semaine importante où on en saura davantage, puisqu'il a une conférence de presse avec des journalistes aujourd'hui. Il a différents rendez-vous dans la semaine qui vont probablement asseoir son pontificat et nous montrer dans quelle direction il veut aller. Mais la direction d'un pape, c'est évidemment celle de la paix et de la réconciliation entre les êtres humains. Donc, laissons-le faire. Le problème, si vous voulez, c'est ce que disait Staline. Le pape, combien de divisions ? Ce sont des paroles, mais des moyens qui peuvent parfois être compliqués à trouver. En tous les cas, c'est par l'activité pastorale qu'il va réussir, s'il réussit, son pontificat. On a vu que parfois ça avait des incidences importantes, et on l'a vu notamment avec Jean-Paul II. Oui, et justement, Sophie, comment il peut peser Léon XIV aujourd'hui dans le contexte international actuel? Très bien dit par Yves Tréhard au niveau pastoral, mais aussi au niveau diplomatique. Parce qu'il faut se souvenir que le Vatican, combien de divisions? J'allais dire 120 ambassadeurs qu'on appelle des nonces apostoliques qui sont présents non seulement dans les pays avec lesquels ils ont des relations diplomatiques, qui sont à peu près tous les pays du monde, sauf quelques exceptions, je pense à la Chine, à l'Arabie Saoudite et à quelques autres, mais très peu, et évidemment la présence dans les organisations internationales. Et donc c'est une voix influente. Est-ce que oui ou non le Vatican a une réelle influence? Je dirais que le pape François en avait une, je pense. Et très justement, Yves, vous avez parlé du Congo. Il y avait, à l'époque du pape François, et je pense que cela continuera comme tel, une communauté, on pourrait dire une ONG, qui s'appelle Sant'Egidio, et qui a pour vocation de répondre, de servir un petit peu de tiers médiateur dans les conflits internationaux, et notamment avec les groupes rebelles. Et cette ONG, Sant'Egidio, est une de celles qui a le plus de liens avec tous les groupes rebelles qu'il peut y avoir sur Terre. Et donc, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir une poursuite de ce travail. Mais je pense que cet Américain, qui n'est pas tant américain encore une fois, que américain du Sud aussi, avec ses racines européennes, donc un pape universel, sera plus ordonné dans sa diplomatie que celle du pape François, qui était péroniste argentin et qui avait une détestation de l'OTAN, très claire, il l'a répété à plusieurs reprises, qui lui faisait prendre des
des positions qui aujourd'hui ne sont plus soutenables, en soutien à la Russie ou bien en rejet justement d'actions menées à l'international. Je pense à la Chine aussi, un peu désordonnée, les relations avec la Chine toujours conflictuelles pour le Vatican du fait du sort des chrétiens qui n'ont pas le droit, entre guillemets, d'exister sur le terrain, sinon officiellement dans l'église tenue par le gouvernement. Et donc, on ne sera pas dans une stricte continuité diplomatique avec le pape. Il va y avoir, à mon avis, une remise un peu en ordre, et c'est d'ailleurs ce que souhaitaient sans doute les cardinaux quand ils ont procédé rapidement à l'élection. Et le cardinal Parolin, qui était le numéro 2 du pape François, n'aurait pas pu être dans une position aussi claire, un petit peu de transformation. Est-ce qu'il va plus peser diplomatiquement, du coup? C'est compliqué à dire parce que, en fait, le poids du Vatican, c'est aussi le poids que les autres veulent bien lui donner. Et c'est ce qu'il va réussir à utiliser comme levier. Moi, j'attends de voir comment ça va se passer avec J.D. Vance, le numéro 2 du gouvernement de Donald Trump, qui a quand même, moi je connais Nicolas Conquer chez nous, qui représente les intérêts de Donald Trump en France et qui se félicitait d'avoir un pape qui était républicain, inscrit officiellement au Parti des Républicains. J'attends de voir comment, effectivement, ce pape Robert, ce pape Léon XIII, va prendre aussi ses distances. Léon XIV, il risque de déchanter Trump et Vance. Je pense que oui, mais je pense que les catholiques américains qui ont de l'argent et qui aident beaucoup les ONG du Saint-Siège, ça risque d'y avoir un conflit aussi là. Et on suivra tout ça. Merci beaucoup pour votre analyse. Vous restez avec nous. Évidemment, on va regarder ce qu'il y a à la une de la presse régionale avec Alex. Et Alex, c'est le débat sur la fin de vie qui fait la une de plusieurs journaux régionaux ce matin. Oui, 15 jours pour s'entendre, titre le journal Le Télégramme. Débat autour d'un texte qui divise à la une des dernières nouvelles d'Alsace, alors que les députés examinent à partir d'aujourd'hui 2 propositions de loi sur la fin de vie. L'une clivante sur la création d'un droit à l'aide active à mourir et une autre proposition de loi plus consensuelle pour développer les soins palliatifs. Et justement, le journal L'Union propose aujourd'hui un reportage 3 jours durant au sein du service de soins palliatifs du CHU de Reims, avec des témoignages très intéressant de soignants qui expliquent bien qu'ils ont fait le choix de travailler spécifiquement dans ce service de soins palliatifs, et notamment le docteur Sanchez, je le cite ici, « Nous acceptons que la maladie échappe à la médecine ». Quelle relation les Français ont avec leur mère? C'est la question de la une de Ouest France. Une étude très intéressante menée par l'Institut IFOP pour Ouest France et qui montre le lien de proximité entre les Français et les différents maires dans les territoires. Plus de 8 Français sur 10 savent qui est leur maire. Près d'1 Français sur 2 lui a déjà parlé et autant souhaitent sa réélection aux prochaines municipales 2026. Des élections municipales qui approchent et justement le journal Le Midi Libre s'intéresse aux enjeux de l'élection à Montpellier, ville dirigée par le socialiste Mickaël Delafosse. Et Midi Libre se demande qui pourrait le déloger en mars prochain. Le principal danger pourrait venir du centre, puisque l'homme d'affaires Moed Altrad essaye de rassembler autour de lui et pourquoi pas de s'allier avec le parti Renaissance, emmené à Montpellier par l'ancienne ministre Patricia Miralles. Mickaël Delafosse qui aura du mal à rassembler à gauche, puisque écologistes et insoumis devraient présenter des candidats face aux maires socialistes. Allez, on termine par du sport, comme tous les lundis. Magnifique Grand Prix de France hier en moto, une victoire historique. Ah oui, une victoire historique de Johan Zarco qui a remporté hier le Grand Prix de France sur le circuit du Mans. C'est à la une du journal Le Maine Libre. C'est la première fois depuis 71 ans qu'un pilote français remporte le Grand Prix de France. Funambule sur la pluie, Johan Zarco a surpris tous les favoris de la course. Et puis un petit mot de football à la une de la Provence, puisque à peine qualifié en Ligue des Champions après sa victoire au Havre, eh bien l'Olympique de Marseille se projette déjà sur la saison prochaine avec des pistes de recrutement, notamment le français Aymeric Laporte. Et puis, on finit par un souvenir olympique de Paris 2024. Ça fait toujours du bien, puisque Zeus, le cheval argenté qui avait cavalé sur la Seine pendant la cérémonie d'ouverture, eh bien Zeus a remonté la Seine et il est arrivé maintenant à Rouen, où il est exposé sur l'Agora Sequana. C'est jusqu'au 23 mai et c'est à la une de Paris-Normandie. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup Sophie de Ravenel d'avoir été avec nous. Yves, la une du Figaro, la Russie, l'Ukraine, poussée à la trêve et au dialogue. C'est à la une du Figaro ce matin. Merci. Avec les coulisses du conclave aussi. Et voilà, c'est à lire tout ça dans le Figaro. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On vous souhaite une très bonne journée.